Les vecteurs dynamiques, donc on a vu jusqu'à maintenant les vecteurs, donc des tableaux qui étaient statiques. Donc on faisait un nouveau type de tableau de cette manière-là, par exemple string, et je lui disais que c'était un élément de ce type-là et je faisais par la suite donc une variable. Dans ce cas ici, string, ça va être, je sais pas moi, mon tableau et qui va être égal à new string évidemment. Et là, je lui disais que je veux avoir 10 éléments à l'intérieur. Donc ça, c'était une manière de faire pour faire des tableaux, donc des tableaux dynamiques, pas dynamiques, excusez-moi, statiques. Donc dans ce cas ici, le problème qu'on a, c'est qu'on doit définir automatiquement, donc au début, la dimension du tableau. Donc, si on le définit trop grand, bien évidemment, on va avoir de la perte d'espace mémoire. Et si on le met trop petit, bien, il va manquer de la place pour rajouter des informations. Donc, ce qu'on peut faire à partir de cet élément-là, c'est de se faire des vecteurs ou des tableaux qui sont, qu'on dit, de type dynamique. Donc, pour faire les tableaux de type dynamique, ben, il y en existe plusieurs. Ça, je vais le laisser là ici pour comparaison. Mais il y en a, ils ont toute une grande liste de listes, si on veut, de tableaux qu'on peut utiliser. Et je peux en nommer quelques-uns. Il y a le linked list, donc linked list, qui est ici. Ça permet de faire une certaine liste avec des éléments qui sont tous liés ensemble. Donc c'est pour ça le linked list, donc c'est qui sont liés entre eux. Il y a des éléments on pourrait dire juste des listes. Donc, vous voyez ici que l'élément liste directement. Et l'autre élément, celui que je veux vous montrer, entre autres, puis il y en existe plusieurs autres, là, mais ce que je veux vous montrer, c'est ArrayList. Pour l'utiliser, c'est pas très compliqué. Donc, pour l'utiliser, c'est using système collection. Donc, il faut déjà importer cet élément-là. Et dans la ArrayList, qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur de celui-là, c'est qu'il peut prendre plusieurs types d'informations. Donc, si je définis rien au début, il peut prendre plusieurs types d'informations. Donc, dans ce cas ici, je vais me faire un ArrayList. Je vais l'appeler par exemple AL1. Comme nom, là, je vais prendre un nom très de base. Et ici, évidemment, ce que je devrais faire, un peu comme les niveaux, tous les autres objets, ben, il faut que j'instancie l'objet. Donc, je crée un objet à partir de la classe. Donc, ici, je vais faire un nouveau ArrayList. Et tout simplement, donc, à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, c'est la manière que ça se fait. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ce que je peux faire, bien, c'est pas très compliqué. Je peux rajouter mes éléments, donc autrement dit, comme je peux mélanger à peu près n'importe quoi à l'intérieur, ben, je peux faire ici AL1. Et la manière que ça se fait, c'est pas par un index que je dois rajouter les informations. Vous avez une méthode qui s'appelle add. Donc, comme l'élément peut être extensible, bien évidemment, je peux rajouter add et rajouter l'information. Par exemple, je pourrais marquer la valeur 10 à l'intérieur, tout simplement. Et je peux faire AL1, par exemple, .add, et lui ajouter un autre élément, mettons Martin, sans problème. Et je pourrais rajouter aussi un caractère, donc rajouter à peu près ce que je veux à l'intérieur. Et pour faire ça, bien, avant de continuer ici, je vais me faire un console.readKey. Donc console.readKey ici. Donc, et je vais me faire un console.writeLine qui va me chercher le nombre d'éléments à l'intérieur. Et pour le faire, c'est un petit peu bizarre à voir, là, mais c'est le count ici. Pourquoi je dis que c'est un peu bizarroïde, c'est que la notion du count souvent est utilisée pour aller chercher le nombre de fois qu'un élément que l'on recherche est dans une liste. Donc, par exemple, si je cherche Martin, puis je dis count le nombre de fois que Martin est dans la liste, mais dans ce cas-ci, il me retournerait 1. Et pour la liste, pour savoir le nombre d'éléments que j'ai entièrement dans la liste sans rechercher un élément en particulier, dans ce cas ici, c'est le count. Et je peux faire démarrer et je devrais avoir deux éléments à l'intérieur. Donc, j'ai deux. Donc, c'est pour savoir la longueur de la liste qui se trouve à être là. Pour aller chercher les éléments à l'intérieur de la liste, bien, c'est pas très compliqué non plus. Ça prend juste, dans ce cas-ci, comme la liste peut prendre n'importe quoi, il faudra penser à recevoir n'importe quoi aussi. Dans le sens que des integers, donc un integer sur 32 bits. Donc ici, j'ai du texte, donc du string. Et bon, ici, j'ai count, ça c'est parfait. Mais ce que je veux faire, moi, c'est d'aller chercher tous les éléments dans la liste
dans la liste, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, le for, évidemment, le for each va nous être assez bénéfique dans ce cas ici. Et là, qu'est-ce que je fais, le for each? Habituellement, le for each, on met, par exemple, si je dis que je vais avoir du string, ben, je vais faire string n in A1, AL1, donc mon ArrayList 1. Et je vais ouvrir les éléments et je devrais faire, dans ce cas ici, console.writeLine, le n. Donc, ça, c'est l'information. Donc, ici, ça va fonctionner quand j'ai du string, mais quand j'ai un type entier ici, ben, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il va s'attendre d'avoir un string et c'est un type entier. Dans ce cas ici, quand je peux mêler les affaires à l'intérieur d'une même liste, là, ça cause problème. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais parler d'héritage ici là, pour expliquer la notion. C'est que tous les éléments qu'on utilise, donc tout ce qui est créé ici, il y a une classe qui s'appelle objet, donc qui se dit objet et qui hérite, dans lequel tous les objets qui vont être créés vont être hérités de. Donc ça va hériter de cet élément-là. Et donc les ArrayList, c'est une classe ArrayList dans laquelle lorsque va être instanciée, ben, elle va hériter aussi de la classe objet. Donc elle est déjà créée par défaut, on ne la voit pas ici, c'est déjà fait par défaut. Donc, pour aller chercher les éléments à l'intérieur, comme parfois des entiers, des integers, et parfois j'ai du texte, du string, bien, il va falloir que je prenne quelque chose de plus global, et l'élément le plus global, c'est un objet. Donc, dans ce cas ici, je pense que si je le fais rouler, vous allez voir que ça devrait planter, à moins qu'il y ait une conversion implicite. Non, c'est ça. Il va dire ici impossible d'effectuer un casse d'un objet integer dans un type de système string. Donc, je ne peux pas le faire. Ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est en allant chercher un élément plus global. Donc, je vais enlever ceci ici. Je vais dire le type objet, object. Donc, je vais l'appeler, mettons, OBJ. Oups, OBJ ici. Donc, pour chaque objet à l'intérieur de la liste AL1, et ce que je vais lui demander de faire, c'est de faire le convertir en string. Tous les objets ont au moins une méthode qui s'appelle toString par défaut. Donc, on l'a vu quand on a créé notre classe personne ou notre classe à peu près n'importe quoi, là, animal, chien, ainsi de suite. Mais toutes ces classes-là, même si on n'avait pas défini la méthode toString, elle existait pareil. Et c'est la même chose. Donc, chaque objet a une hérite chaque classe qu'on va créer va hériter de la classe objet qui, elle, possède déjà le toString. Donc, c'est pour ça qu'on avait le override. Donc, on devait écraser, override, substituer en français, la classe qui était déjà définie dans la classe objet. Donc, pas la classe, mais on devait substituer la méthode qui était définie dans la classe objet. Donc, on devait la réécrire pour l'adapter à notre classe ou à notre objet qui va être créé de cette classe-là. Donc, dans ce cas ici, c'est for each objet et chaque objet a une méthode qui s'appelle toString. Et si je tape ici, toString est là. Et dans toString ici, pour le type entier, c'est qu'il va le convertir en string, donc en texte. Et Martin toString, ça va rester toString, ça va rester Martin. Donc, ça, c'est les éléments qui sont là. Et donc, si je fais démarrer, j'ai 10 et Martin là-dedans. Donc ça, c'est un peu le petit problème de cette array list-là, c'est que j'ai aucun moyen de savoir si j'ai des caractères, si j'ai des objets de type, par exemple, chien, si j'ai du string, si j'ai n'importe quoi, j'ai aucune idée. Dans ce cas ici, j'ai pas le choix de me faire un élément for each objet où je pourrais aller chercher quel est le type donc d'informations qui se trouvent à un certain index ou je sais pas trop quoi. Là. Donc ça devient assez complexe, mais bon, c'est la manière que ça peut que l'on doit faire pour cette partie-là. Évidemment, si je mettais juste du string, ici, si je mets, je sais pas moi, je sais pas, tiens, Marc, Marc Martin, et dans ce cas ici, ben, j'ai soit que je le laisse comme ça, un objet, mais je peux définir string, mettons nom, in A1, donc je vais avoir seulement qu'à marquer nom ici.
Mais rien ne me dit que c'est certain qu'il n'y a pas une autre personne qui a codé de manière différente ou qu'un usager n'a pas rentré une information d'un type différent. Et c'est ici que ça risque de crasher, de planter. Donc j'ai marqué Martin ici parce qu'ils sont tous du même type. Donc moi, je me suis donné une règle de donner toutes les informations du même type. Donc ça, c'est pour l'ArrayList.